Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours du débit cardiaque. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Pour le plan de ce cours, il y a la définition du débit cardiaque, la valeur normale et l'indice cardiaque, les variations du débit cardiaque, la régulation, l'adaptation et la mesure du débit cardiaque. Le débit cardiaque est le volume du sang éjecté par un ventricule par unité de temps. Et le débit cardiaque égale à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et ça sera par litre ou millilitre par minute. Pour la valeur normale. La valeur normale en fait varie de 1 selon l'état physiologique et de 2 selon le poids et la taille. Ça veut dire il n'y a pas vraiment une valeur normale stable et qui est pour tout le monde. Non, ça peut varier. Mais selon quoi? De 1 selon l'état physiologique. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a une femme enceinte et une autre qui n'est pas enceinte. Donc, la femme enceinte a des besoins qui sont supérieurs par rapport à ceux de la femme non enceinte, bien sûr. C'est pour cela le débit cardiaque sera plus élevé chez la femme enceinte que chez la femme non enceinte. Et ça peut varier également selon le poids et la taille. Par exemple, il y a un sujet qui est entraîné et un autre qui est sédentaire. C'est quoi un sujet sédentaire? Un sujet sédentaire, c'est un sujet qui reste beaucoup à la maison et qui ne présente pas vraiment une activité physique importante. Donc, le sujet entraîné a une masse musculaire qui est plus importante et donc des besoins qui sont plus élevés. Donc, le débit cardiaque sera plus élevé chez le sujet entraîné et qui présente bien sûr un poids plus élevé. Je sais que c'est un poids plus élevé d'une bonne façon, mais bon, c'est un poids qui est plus élevé, donc ça nécessite plus de sang. Voilà. Mais on a quand même une valeur qu'on peut considérer comme étant une valeur standard. Et voilà la valeur standard. Le débit cardiaque égale à 5,5 plus ou moins 1 seul litre par minute. Ça veut dire on a un intervalle de 4,5 jusqu'à 6,5, un intervalle de la normalité, mais quand au repos et en état physiologique stable. Ça veut dire une femme qui n'est pas enceinte, un sujet qui ne présente ni obésité, ni surpoids, ni amaigrissement, ça veut dire diminution du poids au-dessous de la normale, donc un état physiologique stable et au repos. Le débit cardiaque sera proche de cette valeur. Voilà. Mais lorsqu'on pense à cette valeur standard, c'est pas vraiment spécifique, c'est pas vraiment spécifique pour l'évaluation du fonctionnement du cœur. Donc, je veux rendre ça plus spécifique par faire le rapport débit cardiaque sur surface corporelle et bien sûr, ça sera plus spécifique selon le cas, selon le poids du patient que je veux évaluer la fonction cardiaque chez lui et quelle est la valeur normale de l'indice cardiaque. Donc ce rapport est appelé indice cardiaque. La valeur normale est en moyenne de 3,5 litres par minute par mètre carré de surface corporelle chez l'homme et 3,2 litres par minute par mètre carré de surface corporelle chez la femme. Si je vais mesurer le débit cardiaque et rapporter cette valeur sur la surface corporelle et je vais trouver que c'est proche de 3,5 chez l'homme, c'est bien. Si c'est pas bien. Et la même chose chez la femme. Si la valeur de l'indice cardiaque est proche de 3,2 chez la femme, c'est bien, c'est normal. Mais sinon, c'est pas normal, c'est pathologique. Maintenant, on va étudier les variations du débit cardiaque. Il peut y avoir soit une augmentation, soit une diminution, et bien sûr, on va les étudier un cas par un cas.
Bon, il y aura l'augmentation du débit cardiaque lors de la grossesse à partir du deuxième mois jusqu'à le sixième mois. Mais pourquoi cette période exactement? Bon, avant le deuxième mois, le fœtus est encore très petit. Donc les besoins de ce fœtus ne sont pas vraiment considérables. Donc il ne va pas demander beaucoup de choses de sa maman. Mais à partir du deuxième mois, le fœtus va présenter une croissance qui est considérable, donc une augmentation considérable également de ses besoins, ce qui va augmenter le débit cardiaque de la maman par adaptation. Mais pourquoi cette valeur augmentée du débit cardiaque va diminuer à partir du sixième mois? Pourquoi? Voyons ici, c'est le bassin d'une femme qui n'est pas enceinte. L'utérus est vidé, il ne comporte pas un fœtus, bien sûr. Mais on va imaginer que l'utérus de la femme enceinte est celui-là qui est présenté par cette ligne rouge. Donc il comporte un fœtus comme vous voyez. Lorsqu'il y a une augmentation considérable de l'utérus, ça va comprimer les veines qui se trouvent à ce niveau-là. Cette compression veineuse va diminuer le volume du sang qui revient au cœur. Donc ça va diminuer le retour veineux. Et bien sûr, ça va diminuer le volume d'éjection systolique et donc le débit cardiaque. Avant d'expliquer de plus, voyons ici la formule du débit cardiaque. Le débit cardiaque égale à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Ça veut dire lorsque soit la fréquence cardiaque augmente ou bien le volume d'éjection systolique augmente, il y aura une augmentation du débit cardiaque. Et lorsque l'un des deux ou bien les deux ensemble vont diminuer, il y aura la diminution du débit cardiaque. Donc ici dans l'exemple de la grossesse, il y a augmentation à partir du sixième mois, il y a la diminution du retour veineux et donc la diminution du volume d'éjection systolique et donc la diminution du débit cardiaque. C'est pourquoi on dit que le débit cardiaque est augmenté à partir du deuxième mois jusqu'à le sixième mois. Et la deuxième des choses, l'anxiété. L'anxiété va stimuler le système sympathique comme une forme d'avertissement. Et cette stimulation du système sympathique va augmenter la fréquence cardiaque. L'augmentation de la fréquence cardiaque, bien sûr, va augmenter le débit cardiaque. Troisièmement, pour l'augmentation de la température, soit l'augmentation interne de la température présentée par l'hyperthermie comme la fièvre, ou bien l'augmentation externe de la température qui est présentée par l'environnement chaud. Cette vasodilatation va éliminer d'une part l'excès de la chaleur, et c'est bien, mais d'autre part, elle va augmenter le retour veineux. L'augmentation du retour veineux veut dire augmentation du volume d'éjection systolique et donc augmentation du débit cardiaque. Pour l'altitude. Avec l'altitude, il y aura la diminution du taux d'oxygène, donc une hypoxie qui sera captée par les chémorécepteurs du sinus carotidien. Voilà le sinus carotidien. Donc ces chémorécepteurs servent à augmenter la fréquence respiratoire, veut dire une hyperventilation, afin de capter le maximum d'oxygène pour récupérer. Mais cette fréquence respiratoire, cette augmentation de fréquence respiratoire va être accompagnée par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et l'augmentation de la fréquence cardiaque veut dire augmentation du débit cardiaque. Maintenant, on va parler de la diminution du débit cardiaque. Commençons par l'orthostatisme. C'est quoi l'effet de l'orthostatisme? Ou bien d'abord, c'est quoi l'orthostatisme? L'orthostatisme, c'est le passage de la position allongée à la position debout. Et comme vous voyez, lorsque le sujet est allongé, la répartition ou bien la distribution du sang est uniforme. Ça veut dire elle est presque la même dans le corps entier. Mais lorsque
ce sujet passe à la position debout, il y aura une modification de la répartition sanguine dans son corps. Il y aura la migration du sang vers les parties inférieures du corps, due à l'effet de la gravité, et donc diminution du volume sanguin dans la moitié supérieure qui comporte le cœur, et donc diminution du volume sanguin et la diminution du débit cardiaque. Il y aura également la diminution du débit cardiaque à partir de l'adolescence, et honnêtement je ne sais pas pourquoi, et j'ai cherché trop, mais je ne sais pas. Donc, si vous savez, laissez la réponse dans les commentaires. Maintenant, on va parler de la régulation du débit cardiaque. Puisque le débit cardiaque égale à le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque, on distingue deux types de régulation. Il y a la régulation du débit cardiaque par la fréquence cardiaque ou bien la régulation du débit cardiaque par le volume d'éjection systolique. On commence par la régulation de la fréquence cardiaque. On distingue une régulation nerveuse par le système sympathique et le système parasympathique. On remarque que le système sympathique est un système accélérateur de la fréquence cardiaque, tandis que le système parasympathique est un système inhibiteur de la fréquence cardiaque. Il y a également la régulation hormonale par les catécholamines, présentées par l'adrénaline et la noradrénaline, et par les hormones thyroïdiennes, qui sont présentées par T3 et T4 et qui sont appelées successivement triiodothyronine et tétraiodothyronine. J'ai oublié d'écrire T4 ici, mais bon. Donc, ces hormones thyroïdiennes sont des hormones accélératrices de la fréquence cardiaque. Et il y a également une régulation thermique dont l'augmentation de la température va augmenter la fréquence cardiaque. L'augmentation du débit cardiaque par la fréquence cardiaque est limitée par l'âge selon l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire? La fréquence maximale qu'on peut atteindre égale à 220 moins l'âge plus ou moins 10 battements par minute. Ça veut dire que à chaque fois l'âge va augmenter, le maximum qu'on peut atteindre de la fréquence cardiaque va diminuer. Donc, la fréquence cardiaque maximale chez le sujet âgé n'est pas vraiment très importante, donc on ne peut pas vraiment dépendre de la fréquence cardiaque pour augmenter le débit cardiaque chez le sujet âgé. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a deux sujets, un sujet jeune et un autre sujet âgé. Donc, chez le sujet jeune, la fréquence cardiaque maximale, on suppose que c'est 180 battements par minute. Et chez le sujet âgé, on suppose que ça sera 120 battements par minute. Bien sûr, 120 battements par minute n'est pas une valeur maximale importante et donc ça ne joue pas vraiment un bon rôle dans l'augmentation du débit cardiaque. Ça justifie cette note. L'augmentation du débit cardiaque par la fréquence cardiaque est limitée par l'âge selon l'équation. Donc, ce n'est pas vraiment très important chez le sujet âgé. Donc, ce n'est pas considérable pour l'augmentation suffisante du débit cardiaque. Pour la deuxième note, on a dit que l'augmentation de la fréquence cardiaque aboutit à l'augmentation du débit cardiaque, définitivement. Mais lorsqu'elle est exagérée, les choses vont évoluer vers le sens opposé. Voyons ici, c'est ça le cycle cardiaque. C'est quoi? L'orange présente la diastole et la couleur bleue présente la systole. C'est quoi diastole et systole? Diastole veut dire remplissage et systole veut dire vidange. Donc DV c'est diastole ventriculaire, ça veut dire remplissage ventriculaire. Et SV c'est systole ventriculaire, ça veut dire vidange ventriculaire. Donc remplissage, vidange, remplissage, vidange, orange, bleu. C'est ça le cycle cardiaque. Avec l'augmentation de la fréquence cardiaque, il y aura le raccourcissement du cycle cardiaque.
Donc ici, il y a un remplissage qui est très bon, un vidange qui est très bon, mais la fréquence cardiaque est diminuée. Mais avec l'augmentation de la fréquence cardiaque et le raccourcissement du cycle cardiaque, le remplissage et le vidange n'est pas aussi bon comme ici, mais ça reste bon, donc ça suffit. Et avec une bonne fréquence cardiaque, c'est l'idéal. Avec l'augmentation de plus de la fréquence cardiaque, il y aura un raccourcissement extrême du cycle cardiaque et donc cette petite durée de la diastole ne sera pas suffisante pour un bon remplissage et donc pas de remplissage suffisant et la diminution du volume d'éjection systolique en revanche de cette augmentation extrême de la fréquence cardiaque. Donc lorsque c'est exagéré, la fréquence cardiaque, ça va diminuer de l'autre part le volume d'éjection systolique et donc diminuer le débit cardiaque. C'est un petit peu contradictoire, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce cas, dans ce troisième cas? Je vais mentionner que l'irrigation du cœur se passe dans la diastole. Lorsqu'il y a un raccourcissement de la diastole, il y aura définitivement la diminution de l'irrigation du cœur. Et c'est parmi les désavantages de l'augmentation extrême de la fréquence cardiaque. Et pour l'irrigation du cœur, c'est plus expliqué dans le cours de la circulation coronaire que je vais partager le plus vite possible. Maintenant, la régulation du débit cardiaque par le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique dépend de trois choses, la précharge, la post-charge et la contractilité. Pour la précharge, c'est selon la loi de Starling. Lorsqu'il y a l'augmentation du volume télédiastolique, il y aura un étirement plus important. Avant d'expliquer de plus, je vais expliquer c'est quoi le volume télédiastolique. Donc, comme j'ai dit, la diastole, c'est le remplissage et la systole, c'est le vidange. Donc, la diastole ventriculaire veut dire remplissage ventriculaire et systole ventriculaire veut dire vidange ventriculaire et l'évacuation du sang en dehors du cœur. Donc pour la diastole, il y a le remplissage progressif des ventricules, bien sûr. Donc, lorsque c'est presque terminé, on va parler de volume télédiastolique. Ça veut dire c'est le volume qui se trouve dans le ventricule lorsque ou bien à la fin de la diastole. Donc, le volume télédiastolique est le volume qui se trouve à la fin du remplissage, à la fin de la diastole. Lorsque le volume télédiastolique, ça veut dire remplissage, augmente, il y aura un étirement de plus du cœur, n'est-ce pas? Lorsque ce volume augmente, la paroi cardiaque sera plus étirée, n'est-ce pas? Donc on peut dire qu'elle a subi une pression plus importante avec cet étirement important. Donc la force de la contractilité va augmenter, ce qui va augmenter le volume d'éjection systolique. Voyons ici, lorsqu'il y a un remplissage de plus et un remplissage de plus, il y aura l'étirement de plus de la paroi cardiaque. Un étirement de plus veut dire une pression qui va augmenter la force de la contractilité, qui va éjecter le sang en dehors du cœur. Voilà comment la précharge influence le volume d'éjection systolique. Maintenant, c'est quoi la post-charge? La post-charge, c'est l'ensemble des choses qu'on doit vaincre pour évacuer le sang en dehors du cœur. Commençons par l'accélération de la masse sanguine. C'est quoi? Donc, il y a l'évacuation du sang d'un endroit à un autre endroit où il y a déjà du sang. Cette masse sanguine qui est contenue ici dans les vaisseaux peut déranger le passage du sang vers les vaisseaux. Et c'est ça l'accélération de la masse sanguine.
La deuxième des choses, c'est la distensibilité de la paroi artérielle. C'est pas vraiment facile de rendre la paroi artérielle plus large et plus distendue avec un volume sanguin. On peut dire que c'est un challenge pour le volume du sang qui est contenu ici. Troisièmement, la viscosité sanguine. Le sang n'est pas totalement liquide. Il comporte une certaine viscosité et cette viscosité rend le sang quelque sorte un petit peu lourd. C'est pas vraiment lourd, mais c'est un petit peu lourd. Ça veut dire, si on va comparer un liquide qui est totalement liquide avec un autre liquide qui est un petit peu visqueux, on va trouver définitivement que le liquide visqueux est plus lourd par rapport au liquide qui est liquide. Voilà. Donc cette viscosité va rendre le sang un petit peu lourd et donc quelque sorte un petit peu difficile à éjecter vers les vaisseaux. Troisièmement, la contractilité qui dépend de la concentration du calcium, c'est simple. Lorsque la concentration du calcium augmente, la contractilité va également augmenter. Mais il y a des substances qui vont activer de plus la contractilité et qui sont dites inotropes positives, et il y a d'autres qui vont l'inhiber, qui sont inotropes négatives. Donc, pour les substances qui vont l'activer, ils se sont la noradrénaline et l'adrénaline. Et pour les substances qui vont l'inhiber, c'est présenté par l'acétylcholine et verapamil, qui est un inhibiteur du calcium. Donc après la diastole et le remplissage, on va voir un volume qui est le volume télédiastolique, CVTD. Après la diastole arrive la systole. Mais bien sûr, il n'y aura pas l'éjection de la totalité du VTD. Il y aura l'éjection d'une partie seulement, qui est le volume d'éjection systolique, et la persistance d'une autre partie. Le rapport de la portion éjectée ou bien du volume éjecté qui est le volume d'éjection systolique sur la totalité présentée par le volume télédiastolique fois 100 présente la fraction éjectée. Et bien sûr, il y a des valeurs normales à savoir. Pour le ventricule gauche, la fraction éjectée égale à 65%. Si c'est inférieur à 55%, c'est pathologique. Et pour le ventricule droit, la fraction éjectée normale égale à 55%. Et si c'est inférieur à 45%, c'est pathologique. Là... Non, avant de lire la nota, donc je vais mentionner ou bien c'est expliquer plutôt pourquoi la fraction éjectée du ventricule gauche est plus importante par rapport à celle du ventricule droit. Parce que la masse musculaire du ventricule gauche est plus importante que celle du ventricule droit. Donc c'est ça. Pour la nota, la fraction éjectée est un indice imparfait pour l'évaluation de la contractilité. Bien sûr, lorsque la contractilité est plus importante, il y aura un volume d'éjection systolique plus important et donc la fraction éjectée est plus importante. On utilise la fraction éjectée pour évaluer la contractilité, mais c'est pas parfait, ça veut dire c'est imparfait. Pourquoi? Parce que le volume d'éjection systolique, comme on a vu, peut être influencé par d'autres choses autres que la contractilité, qui sont la précharge et la post-charge. Et bien sûr, pour ne pas oublier, le volume d'éjection systolique augmente si la précharge augmente, si la post-charge diminue, si la contractilité augmente. Pour la distribution du débit cardiaque, le cerveau va avoir 14%. C'est relativement important dû à l'importance de cet organe. Pour les reins, ils vont avoir 20%. C'est expliqué par l'importance de la fonction rénale présentée par la filtration du sang. Et pour les muscles, c'est également 20%. Pourquoi? Parce que même on est au repos, les muscles respiratoires continuent à se fonctionner.
L'adaptation du débit cardiaque. Pour la digestion, il y aura l'augmentation du débit sanguin des organes de tube digestif pour atteindre 30%, c'est tout à fait logique. Lors d'une activité physique, le débit sanguin des muscles va augmenter d'une façon proportionnelle à l'importance de l'activité physique et il peut atteindre 60%. Et dans une situation d'urgence comme une hémorragie, une perte du sang, le débit sanguin est conservé pour les organes vitaux, cerveau, cœur, poumon, au détriment des autres. Ça veut dire qu'il y a des organes comme les reins, comme la peau, qui vont sacrifier par leur partie du débit sanguin afin de garder le maximum du sang pour les organes vitaux et les organes nécessaires à la vie. Et il y aura bien sûr des manifestations cliniques résultantes de cette adaptation. Il y aura l'oligurie, c'est la diminution du volume des urines puisque les reins ne sont pas en train de fonctionner. Il y aura également l'apparition de la couleur bleue sur la peau et la froideur des mains et des pieds. La mesure du débit cardiaque. Il y a des méthodes non invasives telles que l'échographie, Doppler, scanner et d'autres invasives qu'on va les voir. Pour les méthodes non invasives, je ne vais pas expliquer la technique et le principe, c'est laissé pour le module de radiologie de l'année prochaine. Je vais juste expliquer l'intérêt de chaque technique dans la mesure du débit cardiaque. On commence par l'échographie cardiaque. Bon, c'est normalement comme ça, mais j'ai inversé l'image pour que ça sera plus proche à la position anatomique normale du cœur. Voilà les oreillettes et voilà les ventricules. Donc, l'échographie cardiaque nous aide à mesurer les diamètres et la vitesse du sang dans les grosses artères, l'artère pulmonaire ou l'aorte. La vitesse, c'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est le volume du sang qui passe à travers l'artère par unité de temps. Bien sûr, ce volume rapporté par le temps nous aide à évaluer le volume d'éjection systolique et donc à évaluer le débit cardiaque. Pour Doppler cardiaque, c'est la même chose. C'est normalement comme ça, mais j'ai inversé également l'image. Voyons ici. Donc, c'est l'écoulement du sang à partir des atriums vers les ventricules. Et puisqu'on a pu capter l'écoulement du sang à partir des oreillettes vers les ventricules, on peut également capter l'écoulement du sang à partir des ventricules vers les grosses artères, l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc l'intérêt du Doppler cardiaque est présenté par l'étude de l'écoulement du sang. Pour le scanner cardiaque, parmi ces trois, c'est le meilleur d'un point de vue anatomique. Donc il nous aide à détecter d'éventuelles anomalies anatomiques qui peuvent être à l'origine des problèmes physiologiques. C'est ça l'intérêt du scanner cardiaque. Par exemple, si on a un problème dans les valvules, ça sera capté par le scanner et ça nous aide à justifier les problèmes de remplissage du cœur. Sinon, il nous aide également à détecter les problèmes de la contractilité et de l'éjection et d'autres. Pour les méthodes invasives, on va commencer par la méthode respiratoire de Fick. Ça sera selon la loi de conservation de masse. C'est quoi la loi de conservation de masse? Ça veut dire la masse du sang qui sort du cœur est la même que celle du sang qui revient au cœur. Donc la masse du sang ne change pas. Ce qui va varier, c'est la concentration d'oxygène au sein du sang. Donc, la consommation d'oxygène de l'organisme est la différence du débit d'oxygène partant du cœur et en revenant. Voilà la consommation d'oxygène de l'organisme, le débit, la concentration artérielle d'oxygène, la concentration veineuse d'oxygène, la différence artério-veineuse et voilà. Donc, bien sûr, par une simplification mathématique de cette équation, on va remarquer que la consommation d'oxygène de l'organisme égale
le débit fois la différence artério-veineuse de la concentration d'oxygène. Donc, on synthétise que le débit cardiaque égale à la consommation d'oxygène de l'organisme divisé par la différence artério-veineuse de cette concentration d'oxygène. Donc, pour le débit sanguin, on ne peut pas mesurer bien sûr, sinon pourquoi on va faire tout ça? Pour la consommation d'oxygène, on peut la mesurer et pour la différence artério-veineuse de l'oxygène, on peut la mesurer également. Donc, on commence par la mesure de la consommation d'oxygène de l'organisme. C'est mesuré par l'ergospirométrie. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le nom, juste avoir une idée sur comment on va mesurer la consommation d'oxygène du corps. On va demander bien sûr à notre patient de mettre un masque et d'exercer une activité physique, puis on va mesurer la consommation d'oxygène de ce patient. Voilà, c'est simple. Et pour la mesure de la différence artério-veineuse, avant d'expliquer comment je vais mesurer la différence artério-veineuse, je vais d'abord expliquer ce schéma. Voilà le cœur, voilà les différents organes, voilà les vaisseaux centraux et voilà les vaisseaux périphériques. Donc, le cœur va fournir la même concentration d'oxygène pour tous les organes. Je répète, le cœur va fournir la même concentration d'oxygène pour tous les organes. Donc, la concentration d'oxygène ici est la même. Concentration d'oxygène ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, la concentration d'oxygène est la même dans toutes les artères de notre corps. Mais la consommation d'oxygène des organes varie d'un organe à un autre. Donc, le reste d'oxygène dans le sang veineux varie. Et il n'est pas le même dans les veines périphériques. Moi, je veux mesurer la concentration artérielle d'oxygène. J'ai deux options. Je peux mesurer la concentration artérielle d'oxygène au niveau central ou bien au niveau périphérique, puisqu'il s'agit de la même concentration d'oxygène. Mais bien sûr, je vais choisir ce qui est facile. Ça veut dire insérer un cathéter au niveau périphérique est définitivement plus facile à l'insérer au niveau central. Donc, je vais insérer mon cathéter au niveau d'une artère périphérique afin de mesurer la concentration artérielle d'oxygène. Mais pour la concentration veineuse d'oxygène, j'ai pas le choix. Je dois insérer le cathéter au niveau central puisque la concentration au niveau périphérique n'est pas la même. Donc, après insérer ces deux cathéters, je vais mesurer la concentration artérielle d'oxygène et la concentration veineuse d'oxygène et savoir la différence artério-veineuse. Après mesurer ces deux, je peux définitivement synthétiser le débit cardiaque. Pour la méthode de Stewart-Hamilton, on va injecter le verre d'indocyanine ou bien un liquide froid à 0 degré Celsius. Par exemple, le site d'injection ici est l'artère pulmonaire. Et on sait que le trajet du sang est comme ça. Voilà le trajet de sang. Après injecter ici, je vais évaluer l'intensité de couleur ou bien la température du liquide froid en aval du site d'injection. Ça veut dire un petit peu après le site d'injection. Pourquoi? Parce qu'il y aura la diminution de l'intensité de couleur ou bien l'augmentation de la température de ce liquide froid. Ça veut dire la dilution de la couleur ou bien la dilution de la froideur. Et c'est proportionnel au débit cardiaque. Donc, je vais évaluer l'intensité de couleur ou bien la froideur ou bien la température de ce liquide afin d'être capable d'évaluer le débit cardiaque. C'est ça le principe de Stewart-Hamilton. La méthode d'injecter un produit de contraste sert à rendre
le son visible au rayon X et donc on peut évaluer la vélocité ou bien la vitesse du son et donc synthétiser le débit cardiaque. Et voilà, c'était le cours du débit cardiaque. J'espère que ce sera utile pour vous. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un petit like et subscribe. Bon courage à vous tous et à la prochaine.